ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles. Femme engagée, regard policier. Une enquête historique de Juliette Masquelier dans les archives de la police des étrangers. Les étrangers peuvent avoir les opinions qui leur conviennent, favorables aux communistes ou aux bolchevistes. Mais le jour où ils font publiquement une propagande subversive, alors cela regarde le gouvernement, et il a le droit d'intervenir. 6 parcours de femmes migrantes, expulsées de Belgique pour raisons politiques entre les 2 guerres mondiales. Épisode 4. Emilia Napione. Une anarchiste pas tout à fait normale. Rega Ambasciata d'Italia. Bruxelles, le 27 juillet 1935, à l'administration de la sûreté publique. Objet, Napione Emilia, mariée Rosso Dominique et qui, selon nos renseignements, habiterait actuellement rue de la Paille. Monsieur l'administrateur, j'ai l'honneur d'avoir recours à votre obligeance pour vous prier de bien vouloir me communiquer, si possible, l'adresse actuelle et quelques renseignements sur la conduite du ressortissant italien si contre-indiqué. En vous remerciant d'avance, je vous prie d'agréer, monsieur l'administrateur, l'assurance de ma considération la plus distinguée. L'ambassadeur d'Italie. Le tout premier document qui compose le dossier d'Emilia Napione, c'est une lettre du consulat d'Italie qui demande à la Belgique des informations sur cette personne qui sera sur son territoire. On peut en déduire que les autorités italiennes sont au courant de la présence d'Emilia Napione en Belgique avant les autorités belges. Et la collaboration entre autorités belges et autorités italiennes pour surveiller les antifascistes. Administration de la Sûreté publique, 23 août 1935. Prière à la brigade d'information de vérifier d'urgence si cette étrangère séjourne actuellement à Bruxelles, rue de la Paille. Dans l'affirmative, il y aurait lieu de faire écrouer cette étrangère à la disposition de la Sûreté publique. Emilia, c'est un bon exemple de ces personnes qui en fait ont des activités politiques, mais qui ne vont pas se retrouver dans la liste des expulsés explicitement pour motifs politiques. Pendant que je composais ma liste des expulsés politiques, arrivé à un certain stade, je me suis rendu compte que des arrêtés royaux d'expulsion, qui ne portaient pas la mention typique des politiques vue par le Conseil des ministres, étaient étiquetés comme suivis par la Sûreté de l'État. Et donc, j'ai été rechercher ces dossiers pour essayer de voir s'il y avait des traces du politique. Il se trouve que la plupart sont en fait des dossiers où les personnes étaient expulsées pour prostitution. Mais dans certains, il est possible de retrouver des traces du politique, comme par exemple chez Emilia Napione. D'emblée, son profil va être différent de celui des autres femmes à propos desquelles j'ai travaillé. Dès le début, on lui refuse un permis de séjour et on lui refuse un permis de travail. Au moment de l'archive qu'on vient d'entendre, Emilia a déjà reçu plusieurs mesures de renvoi administratives. Mais ce qu'on découvre dans son dossier, c'est qu'à chaque fois qu'elle est escortée à la frontière, elle finit par revenir. Le but de cet arrêté d'expulsion, c'est de rendre la sanction plus lourde en cas de retour sur le territoire pour essayer de dissuader les personnes de revenir. Ça témoigne en réalité du manque de moyens de la police des étrangers pour faire respecter les mesures d'expulsion qu'elle prononce. À part écrouer les personnes et les faire raccompagner par la gendarmerie à la frontière, elle n'a pas d'autre outil pour éloigner les personnes qu'elle juge indésirables du territoire. La police des étrangers va dénoncer ce manque de moyens pendant tout l'entre-deux-guerres, mais ne va parvenir à obtenir une évolution de la loi qu'en 1939, où les peines pour rupture de ban d'expulsion vont être fortement alourdies pour aller jusqu'à 1 an de prison. Bruxelles, le 6 février 1935. Rapport.
Les groupements subversifs italiens de Bruxelles se sont réunis à la Maison du Peuple. Étaient présents socialistes, Lazzarelli Luigi, dossier à la Sûreté de l'État, SE 1745, Tirelli Guerino, SE 24818, Giacometti Albert, Siriguti Mario et sa femme, trotskiste, Verdaro Virgilio, Attifausto, communiste. Napione Emilia, anarchiste, est arrivée en Belgique il y a environ un mois. Elle voyage en compagnie d'un anarchiste portugais, non ignoré. Au cours de la réunion précitée, Verdaro Virgilio a pris la parole et a proposé que le nécessaire soit fait en vue d'organiser en Italie un moyen de propagande pour combattre le fascisme et le corporatisme. Ce moyen serait, dit-il, de faire entrer tous les antifascistes dans les syndicats fascistes qu'ils pourront noyauter. Giacometti Albert a ensuite proposé de créer des syndicats illégaux aussi bien en Italie qu'à l'étranger. Signé l'agent de recherche Thibézard. Là, on a une petite pépite. C'est exactement ça que je cherche dans les dossiers individuels. C'est un rapport purement politique. Vraisemblablement, c'est ce genre de rapport qui composait les dossiers de la Sûreté de l'État. Il se trouve que là, une copie est annexée au dossier individuel. Et donc là, on voit vraiment bien comment travaille le renseignement. On voit le suivi et l'enregistrement des étrangers, comment chaque personne est associée à un dossier à la Sûreté de l'État avec tous les numéros qui sont scrupuleusement donnés, comment chaque personne est rangée dans une case bien propre, les socialistes, les anarchistes, les trotskistes. Ce qui ressort assez manifestement du document, c'est qu'il n'y a pas énormément de femmes dans cette réunion. Et en effet, par rapport à ma cohorte, le nombre de femmes italiennes est relativement faible, comparé par exemple à la cohorte masculine où les Italiens sont, avec les Polonais, vraiment la première nationalité représentée. Une première explication, c'est que dans les années 30, les Italiennes émigrent rarement seules. Emilia Napione, qui circule librement avec ou sans son concubin, en ayant son mari quelque part, relativement une exception. Il semble aussi relativement fréquent que quand on a des couples mariés, la police des étrangers s'intéresse surtout à l'activité politique de l'époux. La police des étrangers part du principe qu'en expulsant le pourvoyeur du ménage, l'ensemble de sa famille va le suivre. Et donc, il n'y a pas nécessairement d'arrêté royal d'expulsion donné à son épouse. Parfois, il y a, mais ce n'est pas automatique. Une autre hypothèse, c'est que les formes de la militance des femmes antifascistes vont plutôt s'inscrire dans les rôles traditionnels féminins, s'occuper de l'accueil, s'occuper du logement, s'occuper des soins, et que ces formes d'engagement, qui sont également politiques, ne sont pas relevées par la police des étrangers comme étant un engagement politique subversif. Et donc, potentiellement, ces femmes-là passent en dessous des radars de la police des étrangers. Bruxelles, le 11 avril 1935. Transmis à monsieur l'administrateur de la Sûreté publique, copie d'une information émanant des autorités policières de Lisbonne au sujet des nommés Rodriguez et Napione. Manuel Francisco Rodriguez, né en 1901 à Lisbonne, est soupçonné d'être lié au parti anarchiste italien. Emilia Napione, née en 1901, vit en concubinage avec le portugais Manuel Francisco Rodriguez, globe-trotter. L'intéressé a été expulsé de France, du Maroc, de l'Espagne et du Portugal. Identifié par la sûreté à Tunis en vue d'un passeport français établi au nom de Barrette Jeanne, dite Sophia, de nationalité française, Napione a encore attiré l'attention de ces mêmes services par ses pratiques de nudisme et l'exercice de prostitution clandestine. Son véritable mari est l'italien Rosso Domenico, bien connu de la police italienne comme meneur anarchiste très actif. Cette archive, c'est un très bon exemple de la manière dont circule l'information entre les polices des différents pays. Ici, les informations viennent de Lisbonne. Pour rappel, depuis 1926, le Portugal est sous un régime de dictature nationale. On apprend qu'elle a été expulsée de France, du Maroc, d'Espagne, du Portugal. On remarque aussi que les décisions qui sont prises à l'encontre d'une personne dans un pays la suivent
tout au long de son parcours et peuvent nuire à sa possibilité d'obtenir un titre de séjour. On a l'identification de son mari comme meneur anarchiste très actif, donc les activités politiques de son mari contribuent à construire la suspicion autour de son profil. Et puis surtout, ce qui est intéressant ici, c'est de voir à quel point le regard policier sur les mœurs, très fortement marqué par le genre, vient contribuer à la masse des éléments à charge. Et ici, le fait qu'elle ne vive pas avec son époux mais avec un autre homme, des pratiques de nudisme et de prostitution clandestine. D'ailleurs, tout au long de son dossier, on trouve ce regard extrêmement genré. Par exemple, le 15 décembre 1934, elle fait l'objet d'un rapport de la division centrale de police à Bruxelles qui mentionne qu'elle est rencontrée à la rue Neuve où elle provoque à la débauche. Dans une note manuscrite de l'administrateur de la police des étrangers sur un bulletin de renseignement de la prison de Forêt où elle fait un court séjour parce qu'elle a été découverte clandestine, l'administrateur stipule qu'il s'agit d'une anarchiste, qu'elle est expulsée de France, qu'elle a été condamnée en France pour usage de faux passeports et qu'elle a été internée à l'asile d'aliénés à Duffel. Par la suite, une note de la police d'Anvers mentionne « Emilia fait de la propagande pour le naturalisme » et, je cite, « elle donne l'impression de ne pas être tout à fait normale ». Et donc chez Emilia Napionnet, on voit bien comment vont s'additionner tous ces éléments qui vont la caractériser comme indésirable. Des éléments politiques, des éléments de l'ordre des mœurs. Le fait de dévier de la norme de genre est systématiquement mentionné. Et des éléments de l'ordre du droit commun, puisqu'elle est aussi soupçonnée d'utiliser des faux papiers. Stad Antwerpen. Bestuurlijke akte. Ten jare 1936, nous, Baak Emile, commissaire adjoint de la police, nous entendons Napionnet Emilia soupçonnée d'avoir enfreint l'arrêté royal relatif à la vente d'articles de santé. Depuis hier, je suis venue de Paris à Anvers. En France, je suis expulsée. Et en Italie, je ne puis pas venir car je suis antifasciste. Je suis venue en Belgique car je dois vivre quelque part. L'acte d'état civil sur le nom de Penet Eugénie Lucie me sert pour vivre sous ce nom en France et pour la caisse d'épargne en France. Je reconnais avoir été trouvée en possession de capotes anglaises, mais je ne savais pas que la vente était défendue en Belgique. Ces quelques phrases, c'est la seule trace d'Emilia dans son dossier individuel, si on accepte les photographies anthropométriques qui sont attachées du fait de son arrestation. Ce témoignage est évidemment extrêmement médié par le contexte de la déclaration lors d'une arrestation. On entend ici la précarité de sa vie clandestine, assez représentative des difficultés qui sont vécues par les antifascistes en exil. Le statut de réfugié a été refusé aux antifascistes italiens qui sont poursuivis par leur État, traqués par des agents où qu'ils aillent, et ils sont très mal reçus par les pays hôtes, comme la Belgique, comme la France par exemple, puisqu'ils sont soupçonnés d'être des agents subversifs et de faire de la politique. Emilia, contrainte à cette vie clandestine, elle utilise des faux noms. C'est une pratique relativement commune. Parfois, simplement de jouer sur les mauvaises orthographes des noms, ça peut aussi fonctionner jusqu'aux véritables fausses pièces d'identité. Et donc c'est un véritable enjeu aussi pour l'administration et pour les polices d'arriver à recouper les informations de façon à ne pas ouvrir un nouveau dossier à chaque fois qu'on ajoute une lettre à un nom de famille et que les informations attachées à une personne suivent cette personne partout où elle va. En fait, le séjour d'Emilia est très court, hein. Elle arrive en 1934. La dernière trace d'escorte à la frontière qu'on a d'elle, c'est 1936. Et vraisemblablement, après 1936, elle part rejoindre le Front républicain en Espagne, comme l'ont fait de très nombreux autres Italiens antifascistes et comme l'ont fait de très nombreux autres militants de toute nationalité européenne.
Femmes engagées, regard policier. Une enquête historique de Juliette Masquelier. Réalisation Juliette Masquelier. Accompagnement à la réalisation et montage chez Dia Leroy. Avec les voix de Maya Chauvier, Davide Casinari, Jean-Benoît Hugeux, Grégory Blémont, Philippe Strub, Irénée Seghetti. Une production Le Bruit et la Fureur en partenariat avec le projet Brain Women Exile, une collaboration des archives de l'État en Belgique, de l'Université libre de Bruxelles et de l'Université d'Anvers, avec le soutien de Belspo.